J'ai appris que vous avez déjà abordé la Première Guerre mondiale. Oui, moi je vais vous parler de la deuxième. Je vais vous raconter mon histoire et après je solliciterai vos questions. Pour moi, il est important de savoir si vous avez compris ce que vous avez retenu. Alors c'est un échange qui s'établit entre vous et moi, d'accord? Quand j'étais petite fille, mes parents d'abord sont arrivés de Pologne, étaient juifs, polonais, sont arrivés en France quand ils étaient jeunes. Pourquoi? Parce que en Pologne, ils souffraient d'antisémitisme. Est-ce que vous connaissez ce mot? Oui. C'est les gens, l'antisémitisme, c'est le fait qu'on n'aime pas les Qui? juifs. Les juifs. L'antisémitisme, c'est le racisme contre les juifs, exact. Bon, mes parents étaient tous les deux de famille polonaise et à l'époque, en Pologne, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Alors, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les grandes écoles. Il y avait ce qu'on appelle le numerus clausus. Ils n'avaient pas le droit de posséder de terre. Ils avaient beaucoup d'interdits et ils souffraient. Alors, beaucoup de Juifs sont arrivés en France dans les années 1920-1930. Pourquoi en France? Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Hein? Liberté, égalité, fraternité. Ils espéraient donc fonder une famille, travailler et vivre normalement. Mon papa est arrivé, ma maman aussi, ils ne se connaissaient pas à l'époque en Pologne. Ils se sont connus à Paris. Ils se sont mariés. Ma sœur est née en 1929, ça fait longtemps, et moi en 1934, quand je suis née 5 ans après. J'ai été une petite fille très aimée par mes parents, j'en ai le souvenir. Et je suppose que c'est cela qui m'a aidée à survivre, qui m'a aidée à tenir le coup. Parce qu'on n'oublie pas quand on a été un enfant aimé. Et mon papa était menuisier ébéniste, il fabriquait des meubles. Ma maman était femme au foyer, elle ne travaillait pas comme beaucoup de mamans à l'époque. Et nous étions donc... je vivais dans le 20e arrondissement de Paris. On avait un petit 2 pièces cuisine, on vivait comme beaucoup d'autres immigrés, mais on s'aimait beaucoup et ça c'est important. Et arrive la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Septembre 1939, j'ai pu voir sur les murs de Paris des grandes affiches. J'avais 5 ans, mais je savais déjà un petit peu lire et écrire parce que ma sœur, ayant 5 ans de plus que moi, m'avait appris un peu. Alors, je déchiffrais sur les murs de Paris « Mobilisation générale ». Je savais le déchiffrer, mais je ne comprenais absolument pas ce que cela voulait dire. En fait, c'était la guerre, parce que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que la guerre avait envahi la Pologne, la Tchécoslovaquie, bref, vous allez apprendre tout ça. Et donc, la France déclare la guerre. Mon papa et ma maman n'étaient pas encore français, ils étaient polonais, juifs. Et ma sœur et moi, nous étions des enfants français, parce qu'à notre naissance, étant nés en France, à Paris, nous avons eu ce qu'on appelle le droit du sol. Nous étions donc des enfants français. Et donc mon papa s'engage pour faire la guerre, pour défendre, comme beaucoup d'autres hommes, pour défendre sa nouvelle patrie, défendre ses valeurs, ce qu'on appelle, sa famille. Et il s'engage, on l'accompagne à la gare. Toutes les mamans pleuraient, les enfants aussi. Moi, j'ai pleuré aussi, sans très bien comprendre ce qui se passait. Quand on a 5 ans, on est petit. Et puis, mon papa est parti. Vous allez apprendre qu'il y a eu d'abord la drôle de guerre. D'un côté, il y avait les Allemands, et de l'autre côté, les Français. Et ils se sont observés pendant plusieurs mois. Ils ne se sont pas battus. Mais c'est après que l'armée allemande, qui est devenue bien plus puissante que l'armée française, a forcé et rentré en France. Et le régiment de mon père a été décimé. Il y a eu beaucoup de morts.
il y a eu des prisonniers de guerre qui sont partis prisonniers en Allemagne. Et mon papa a été, au bout d'un an, donc démobilisé. Ça veut dire qu'on l'a renvoyé dans son foyer. Et je dis toujours que j'aurais préféré qu'il soit prisonnier de guerre parce que je l'aurais revu. Et ça n'a pas été le cas. Donc, mon papa revient. Bon, ben, quand on est toute petite fille, on est heureux. Mais avant qu'il ne revienne, il y a eu, quand les Allemands ont fait la percée dans le nord de la France, dans les Ardennes, dans la Somme, les Parisiens ont eu très peur. Pourquoi? Parce qu'ils se rappelaient de la Première Guerre mondiale. Et ils avaient peur des Allemands. Et donc, ils se sont mis à fuir sur les routes. Mon père était encore au front et se battait. Donc, j'avais un oncle qui avait un gros camion bleu, parce qu'il vendait des vêtements sur les marchés. Il avait une femme et 4 enfants. Ils ont tous péri dans le camp d'extermination après. Il m'a emmené avec ma mère et ma sœur. Il a aménagé des couchettes dans ce camion et nous sommes partis sur les routes pour fuir devant la déferlante allemande, l'armée allemande qui se rapprochait de Paris. Beaucoup de Parisiens ont fui. Les Juifs, hein, tous les Parisiens, ils avaient peur. Alors je me souviens, je garde des images. Certains fuyaient avec des landaux, des bicyclettes. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque en France. Nous avions la chance, si j'ose dire, d'être dans un gros camion, assis pour dormir, mais au moins ça roulait. Mais on roulait au pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à pied. Certains hommes tiraient des charrettes avec un matelas et en dessous il y avait quelques effets qui leur appartenaient, quelques vêtements. Nous nous arrêtions le soir dans des prairies, parce qu'il faut bien manger. Et les mamans avaient des petites lampes à alcool qu'elles mettaient par terre, sur l'herbe. Et on m'a chargé avec ma cousine Marie d'aller chercher de l'eau à l'autre bout de la prairie. Nous avions un broc d'eau en métal et nous sommes allés chercher de l'eau. Au moment de repartir, le broc plein d'eau, nous avons vu arriver au-dessus de nos têtes des petits avions, 2 ou 3, je ne me souviens pas combien, mais ils ont piqué tellement bas sur nous que je me souviens du pilote avec son casque en cuir et du mitrailleur qui derrière. Et ils se sont mis à nous mitrailler. Nous étions 200, 300 dans cette prairie, je ne sais pas combien, mais les adultes nous ont crié « Couchez-vous tous, les Italiens nous canardent ». Ça veut dire nous mitraillent. Cette phrase est gravée dans ma tête parce que j'ai eu très peur. Et pourquoi les Italiens? Parce qu'à l'époque, ils étaient alliés aux Allemands. Mais je peux vous dire que si moi, j'ai petite fille de 6 ans, j'ai vu leur tête dans l'avion, je sais que eux voyaient qu'ils tiraient sur des femmes, des enfants, des civils, et pas des militaires. Et ces avions sont repartis. On s'est relevé, notre broc avait été percé d'une balle, l'eau fuyait, et nous avions peur de nous faire attraper par nos mamans. Quand on est petit, on ne mesure pas toujours le danger. J'ai vu 2 personnes tomber sous les balles, baignant dans leur sang, et je vous garantis que c'est un contact difficile quand on est un petit enfant. Nous sommes repartis vers nos mamans, qui étaient affolées, qui nous ont vus revenir, et nous avons continué notre chemin jusqu'à une ville qui s'appelle Angoulême, dans l'ouest de la France. Et là, l'armée allemande nous a rattrapés. Et ils étaient terriblement impressionnants. Dans les chars, les camions, bottés, casqués, des armes lourdes, des mitrailleuses, des mitraillettes. Ils arrivaient en conquérant. Et les adultes étaient tous aussi très impressionnés. Alors que faire? Nos parents, mon oncle, ma tante et ma mère ont décidé de rentrer à Paris. Ma mère espérait revoir son mari qui était au front. Et nous sommes repartis à Paris. Effectivement, mon père est revenu. Et il est resté avec nous pendant quelques mois. Et bien, quand on est tout petit, qu'on revoit revenir son papa, pour moi, tout allait bien. Et les lois ont commencé à tomber contre les Juifs. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle le recensement.
Le recensement, ça veut dire que tous les juifs ont été obligés d'aller dans les mairies, les commissariats, se déclarer en tant que juifs. Regardez-moi, je suis une vieille dame, je le dis toujours, mais c'est pas marqué sur mon front, juif. Comme on est catholique, je suis française avant tout. Mais il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs. Bon, on était tous français. Mais nos parents sont allés se déclarer en tant que juifs pour la plupart. Pourquoi? On me demande souvent pourquoi sont-ils allés. Eh bien, je donne la réponse tout de suite. Parce qu'ils n'étaient pas encore français, mes parents. Mais beaucoup de gens n'étaient pas encore français. Et ils voulaient les rester dans la loi française, dans la légalité. Ils pensaient que les lois françaises les protégeraient, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ils sont allés se déclarer en tant que juifs. Et donc, ces listes-là ont servi après. Donc, on s'est fait recenser et les lois ont commencé à tomber contre les juifs toutes les quelques semaines. Interdiction de garder un vélo. Ma sœur, en pleurant, a dû rendre son vélo au commissariat. Interdiction de garder un poste de radio. On n'avait pas encore la télé à l'époque. Interdiction de garder un tas de choses. Et nous n'avions droit d'aller dans le métro que dans le dernier wagon. Nous devions faire nos commissions seulement entre 3h et 4h de l'après-midi. Or, imaginez les enfants, en temps de guerre, où tous les Français manquent de tout. Quand nous allions faire nos courses, il n'y avait presque plus rien dans les magasins. Ça a été la course pour avoir de la nourriture. On payait notre nourriture avec de l'argent, mais aussi avec des points. Il y avait des cartes d'alimentation et des points textiles. Mais après, quand j'aurai fini, toutes les questions seront bonnes. Parce que sinon, je perds le fil de ce que je vais vous dire. Et donc, il y avait des points. On devait payer des tickets pour le lait, pour la viande. Et il y avait des catégories. Il y avait la carte pour les bébés, des cartes pour les... Alors, les enfants, c'était J1, J2, J3 pour les adolescents, des adultes et les travailleurs de force. Il y avait différentes cartes. Moi, j'étais J2 et ma sœur plus grande de 5 ans était J3. Bref. Et nous payions notre nourriture comme ça. Je vous donne un petit exemple que je donne toujours parce que ça vous fait prendre conscience. Quand nous avions droit à des pommes de terre, ce qui n'était pas souvent le cas, je comptais les morceaux de pommes de terre qui allaient dans les assiettes des autres de peur d'en avoir moins. C'est ça la guerre. Et j'ai eu le droit un jour à 2 oranges pour un Noël. 2 oranges, imaginez. J'ai fait la queue au moment de Noël toute la nuit avec ma sœur sur un petit pliant en toile. Et ma sœur me dit encore maintenant, alors que je suis très âgée et elle encore plus, toute la nuit tu m'as ennuyée, tu m'as dit « Qu'est-ce que c'est des oranges ?» J'avais complètement oublié parce que je n'en avais pas vu depuis longtemps. Elle n'a pas eu le droit, elle, aux oranges, mais j'ai quand même partagé. Et donc, nous avons vécu comme nous le pouvions. Mon père est resté avec nous pendant quelques mois et il reçoit une convocation. On lui demande de venir se présenter en un endroit pour soi-disant vérification de situation. Mon père avait ses papiers en règle. Il dit, bon, ben, j'y vais, puis je reviens tout à l'heure. À ce soir, il nous embrasse et nous ne l'avons pas revu. On a arrêté environ 4000 hommes juifs qui n'étaient pas encore français. Ça a été la première arrestation. Et on les a envoyés dans 2 camps en France, dans le Loiret. Il y en a un qui était situé à Pithiviers, l'autre à Beaune-la-Rolande. Et dans ces camps, ils y sont restés pendant près de 13 mois. Nous avons eu un jour un droit de visite. Ma mère a trouvé d'abord des petits boulots pour faire bouillir la marmite parce que il fallait bien qu'elle nous fasse manger, qu'elle se nourrisse elle-même. Donc nous allons voir un jour mon père. Nous avons eu un droit de visite. Nous prenons le train jusqu'à Orléans et une voiture tirée par 2 chevaux nous emmène jusqu'à Beaune-la-Rolande à l'entrée du camp. Et là, il y avait déjà beaucoup de monde parce que beaucoup de gens avaient ce droit de visite.
On a confisqué la carte d'identité de ma maman, où il y avait un gros tampon rouge juif, et on a eu le droit de rester auprès de notre papa, tout autour du camp, pendant 1 heure, 2 heures, je ne sais plus combien de temps. Et là, mes parents, hélas, se sont disputés. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais trop petite. Mais ma maman a eu ce qu'on appelle de la prémonition. Elle a senti le danger. Et elle a dit à mon père, viens, on va essayer de s'enfuir à travers champs. Les gendarmes étaient autour de nous, en armes. Mais elle a dit, ils n'oseront pas nous tirer dessus avec des enfants. On va se cacher chez des paysans, on va travailler. Et comme ça, on sera réunis tous les quatre. Et mon papa, grand costaud, a dit, non, non, tant que je suis là, il ne vous arrivera rien. Parce qu'on leur disait, si vous vous évadez, on s'en prendra à vos familles. Donc, mon père est resté, on est reparti à Paris. Et peu de temps après, il est parti. On nous racontait des mensonges, on disait qu'on les envoyait pour travailler en Allemagne. C'était faux. C'était dans des camps d'extermination pour les tuer. Et on n'en gardait qu'un tout petit nombre pour les faire travailler, mais ils mouraient de fatigue, d'épuisement, de faim, des coups, ceux qu'on gardait en vie. Ils sont presque tous morts. Donc, plus de nouvelles de mon père. On ne sait pas où on l'a envoyé. On a dit vers l'Allemagne. Et peu de temps après, il y a la rafle du Veldiv. Est-ce que certains d'entre vous en ont entendu parler? Oui. Moi, j'en ai entendu parler. T'en as entendu parler. Bon, c'est bien. Une rafle, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est quand on fait le tour de Paris d'une ville et on regarde sur les listes où sont les juifs, où sont les gens qu'on veut exterminer et on les prend tous. Bravo, bravo, oui. Une rafle, à l'origine, c'est quand on prend de force des femmes, des enfants, des hommes et qu'on les enferme quelque part. Voilà, mais c'est ça. Et donc, il y a eu la rafle du Veldiv. On a convoqué 5000 policiers dans la préfecture de Paris, qui s'appelait la préfecture de la Seine à l'époque. Environ 5000 policiers. Et qu'est-ce qu'on leur a donné en main? Les listes du recensement. Je vous ai dit auparavant que les Juifs s'étaient fait recenser en tant que Juifs. Les listes du recensement. Donc, ils étaient groupés par deux. Ils devaient, le lendemain, prendre des familles, des femmes et des enfants, et des hommes, des femmes et des enfants. Donc, ils étaient 5000, environ une cinquantaine, on ne sait pas dénombrer combien, une poignée de ces policiers sont des hommes, et ils n'avaient pas le cœur à faire cela. Alors ils sont partis dans votre arrondissement, où il y avait beaucoup de juifs, dans le 4e arrondissement. Ils sont partis la veille au soir, dans le 20e arrondissement où moi j'habitais, dans le 10e ou le 11e arrondissement. Ils ont lâché dans la rue, demain on prendra des femmes et des enfants. Et je suppose que ma mère a dû l'apprendre, parce que la veille au soir, elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient à 50 mètres de chez nous. Elle nous a cachés là, et nous pensions en sécurité. Ce jour-là, on prenait, à la rafle du Veldiv, les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 60 ans. Mes grands-parents étaient plus âgés, et ma mère a dû l'apprendre aussi. Donc nous étions cachés, ma sœur et moi, chez nos grands-parents, et le matin, de grands coups frappés dans la porte, très violents. Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. Et en chemin, il y a un policier qui nous dit d'un air goguenard, un air moqueur. Vous pouvez remercier votre gardienne, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. On a été dénoncé par notre gardienne. À l'époque, on disait une concierge. Et malheureusement, il y a eu des concierges formidables après qui ont caché beaucoup d'enfants. Hein? Moi, je n'ai pas eu cette chance, mais il ne faut pas dire que toutes les concierges ont été comme ça. Beaucoup ont été très braves. Et nous repartons auprès de notre maman, qui est très contrariée de nous voir revenir. Les policiers disent, vous avez 5 minutes pour faire votre valise, votre baluchon. On a encore une liste avec d'autres familles à prendre.
On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Mais c'était le 16 juillet. Donc il faisait déjà très clair et très chaud ce jour-là. Et on venait nous chercher à l'aube. Pourquoi? Je suppose que c'est pour éviter le flot des Parisiens qui allaient travailler un peu plus tard. Et donc, on nous fait descendre. J'ai vu de ma maison sortir des familles. J'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'immigrés juifs, près de Belleville. Et puis, on descend et je vois des portes cochères sortir des femmes avec des enfants, certains dans les bras de leur maman, d'autres qui tenaient la robe ou la jupe de la maman. Il y avait peu d'hommes parce que les mamans avaient caché, avaient planqué leurs maris et leurs garçons adolescents. Elles ne pensaient pas, les mamans juives, qu'on allait leur faire du mal, qu'on allait les prendre avec des petits-enfants. Elles ne voulaient pas le croire. Et on nous emmène à travers les rues. J'ai vu tout le long du chemin, j'ai vu des gens massés le long des trottoirs qui nous regardaient passer, certains aux fenêtres, certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant, certains passaient en différant. Et je dis toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. J'ai porté juste un mois avant d'être arrêtée pour la rafle du Veldiv, ceci. Le mot juif, il fallait le coudre là, sur le côté gauche, porter ça à partir de l'âge de 6 ans, cousu à petits points. C'était très dur à porter parce que il y avait des enfants qui venaient jouer avec moi, mais d'autres qui se moquaient. Et c'est difficile quand on a 8 ans. Donc, on nous emmène à travers les rues. Et en ce qui me concerne, j'ai été enfermée avec ma mère et ma sœur dans un endroit où il y avait 200-300 personnes. Ce lieu s'appelle, je vais le dire aux adultes, la Bellevilloise. C'est devenu un lieu festif, un lieu où on y fait de la musique. À l'époque, il y avait une salle de cinéma, une salle de réunion, et on nous enferme là. Et il y avait une issue de secours, parce que dans les cinémas, il y a toujours une issue de secours. C'est pour ça que je suis restée en vie. Ma mère allait d'une personne à l'autre en se frayant un petit chemin parce qu'on était serrés comme des sardines. Et elle disait à des connaissances, non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas avec des tout petits dans les bras. Moi, j'avais déjà 8 ans, mais il y a des tout petits qui hurlaient ce jour-là parce qu'on les avait réveillés en plein sommeil. Elle avait compris que le danger, elle ne savait pas quoi, mais elle savait que c'était dangereux. Et elle n'avait qu'une idée en tête, c'est de nous faire fuir. Alors, une dame est arrivée auprès de ma maman et lui dit, Léa était une amie de ma sœur. Elle avait déjà près de 14 ans. Léa vient de s'enfuir par l'issue de secours. Les policiers ont tourné la tête pour ne pas la voir sortir. Alors, ma mère se tourne vers nous, elle nous dit, vous allez faire comme Léa. Vous allez partir, retourner chez vos grands-parents. Et les derniers mots de ma maman sont, si on revient vous chercher, essayez toujours de fuir dans la rue. Dans la rue, il y a du monde, ça vous protégera. On n'a pas oublié. Mais quand on a 8 ans, qu'on voit des hommes en armes, des policiers, que ça hurle, pour moi, j'avais très peur. Je me suis agrippée à la robe de ma mère et j'ai hurlé, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas. J'ai pleuré, j'ai fait la comédie. Alors elle m'a giflé très violemment. Elle a giflé ma sœur. Sur le moment, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que j'avais une mère courage. Parce qu'elle sentait qu'on n'allait pas rester là, qu'il allait arriver quelque chose et elle voulait me faire lâcher prise. Je l'ai compris plus tard. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Effectivement, les policiers en faction, il y en avait 2, des grands policiers, moi j'étais toute petite, qui ont tourné la tête. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ils étaient avec les Juifs, ils laissaient les Voilà. Juifs. Voilà, ils étaient, comme tu dis, avec les Juifs. En fait, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Voilà. Alors, ils ont fait semblant de ne pas nous voir. Nous sommes ressortis, partis en courant.
Et c'était une question de seconde parce que les autobus arrivaient déjà pour nous emmener au Veldiv. Je vais vous expliquer ce qu'est le Veldiv. Nous sommes retournés chez nos parents. Le Veldiv, baisse le bras, tu me poseras, garde-la bien ta question. Le Veldiv, c'était le vélodrome d'hiver. Auparavant, à Paris, dans ce vélodrome, il y avait des courses de vélo qui duraient 6 jours et 6 nuits. Alors, toutes les femmes et les enfants ont été emmenés là, après leur arrestation, et on les a regroupés, ils étaient quelques milliers dans le Veldiv. Il y avait des gradins, puisque c'était des courses de vélo, et la piste était en biais, et ils y sont restés presque sans nourriture, sans boire, pendant 6 jours et 6 nuits, ça a été horrible. Et ensuite, on les a envoyés dans des camps en France, pour les déporter ensuite vers la mort. Bon, je ne suis pas passée par le Veldiv parce que je me suis échappée avec ma sœur. Je suis retournée chez mes grands-parents, qui étaient en larmes quand nous sommes revenus. Et ma maman, considérée comme célibataire du fait qu'elle n'était plus avec ses enfants, a été mise directement dans un camp qui s'appelait Drancy. Drancy était l'antichambre de la mort, parce que de toute la France arrivaient les Juifs qu'on transportait dans des wagons à bestiaux, et de là on les envoyait vers les camps d'extermination. Donc, ma maman est à Drancy pendant 13 jours, je l'ai su après, et nous sommes allés à 3 reprises la voir. La première fois, on prend le métro jusqu'au métro Jaurès, un car nous emmène jusqu'à Drancy, et là il fallait marcher longtemps pour arriver devant le camp, qui était entouré, le camp de Drancy, de fils de fer barbelés. Et là, nous étions aussi encore en danger, parce que les gendarmes sortaient du camp et nous pourchassaient tout autour du camp. Mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir une dernière fois leur famille. Ceux qui étaient internés, comme ma maman, montaient tout en haut. Je me souviens qu'il n'y avait pas encore de porte de fenêtre. Ce n'était pas terminé. Et ils montaient tout là-haut pour essayer de voir une dernière fois les leurs. La première fois, je suis repartie en pleurant, je n'ai pas vu ma maman. Et la deuxième fois, il y avait un monsieur qui avait une paire de jumelles, qui me voyant pleurer, me l'a prêté. Et j'ai pu voir la dernière fois le visage de ma maman qui faisait ce signe-là. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? De partir. Partez, parce qu'elle nous savait en danger, là. La troisième fois, nous sommes partis à 2-3 jours d'écart. Et ma sœur me dit, on arrive à Drancy, on ne va pas au camp, on rentre à Paris. J'ai fait une comédie à ma sœur pour penser, je veux voir maman, je veux voir maman. Non, c'est plus tard qu'elle m'a expliqué qu'elle a vu passer des autobus. Moi aussi, je les ai vus passer, ces autobus. Mais elle a aperçu une partie du visage de ma maman qui était debout, serrée dans l'autobus, et qui faisait ce signe, partez, partez. Et ma maman est partie vers les camps de la mort. Voilà. Et donc, plus de nouvelles, nous ne savions rien, nous avions constamment peur avec ce que la guerre représente, toutes les privations. Et ma grand-mère, ne se rendant pas compte du danger, m'a remise à l'école, dans mon école, dans le 20e arrondissement. La directrice de mon école nous a réunis. Nous n'étions plus que 4 ou 5 petites filles juives. Vous savez qu'à l'époque, l'école des garçons jouxtait celle des filles. Nous n'étions pas mélangés. Nous n'étions plus que 4 ou 5 petites filles juives. Notre directrice d'école, à qui je rends toujours hommage, nous réunit dans son bureau et nous dit « Si la dame de service vient vous chercher, pas un mot à vos camarades, vous prenez vite vos affaires et vous la suivez en courant. » Et à 2 ou 3 reprises, nous sommes descendus dans la cave de l'école. Quelqu'un comprend pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui. Parce que des gens qui voulaient voir s'il y avait encore des enfants. Je n'ai pas entendu, je suis une vieille dame, parle plus fort. Ils voulaient voir s'il y avait encore des enfants juifs, alors ils sont venus. Oui, alors les gens, comme tu dis, c'était des policiers français qui venaient nous chercher dans les écoles, partout, dans les hôpitaux, même dans les cimetières lorsqu'il y avait un enterrement. Nous étions constamment en danger. Alors, ma directrice d'école a eu un courage extraordinaire, ainsi que la dame de service,
de nous cacher dans la cave. Et à trois reprises, nous y sommes descendus. Et puis, la vie a continué tant bien que mal, comme ça, jusqu'à la seconde rafle que j'ai vécue, le 11 février 1943. On l'appelle la rafle des vieillards, parce que ce jour-là, on a raflé beaucoup de gens âgés. Il y avait beaucoup de juifs étaient déjà partis à la campagne, se cacher, travailler, trouver des petits travaux à faire. Et puis, ils ont eu beaucoup d'aide de la population française. D'autres étaient déjà partis vers la mort, comme la plupart des gens de ma famille. Mes parents, mes cousins, mes cousines, mes tantes et mes oncles. J'ai perdu 17 personnes de ma famille, rien qu'à Paris. Et la deuxième rafle arrive, celle que j'ai vécue, février 1943. Il faisait très très froid dans les rues, il n'y avait pas de gens massés sur les trottoirs, il faisait encore noir parce qu'on venait nous chercher à l'aube. On emmène ma grand-mère, ma sœur et moi jusqu'au commissariat du 20e arrondissement à Gambetta. Et là, on nous fait descendre dans la cave. On ouvre une trappe, je dis bien une trappe, et on nous fait descendre dans le sous-sol du commissariat. Il y avait là déjà beaucoup de vieillards, pleurant, grelottant dans la pénombre. C'était cauchemardesque. Et ma sœur me dit au bout d'un moment, les prochains qu'on emmène, des vieillards, qu'on les fait descendre, nous on va sauter dans les jambes des policiers avant qu'ils ne referment la trappe. On va bien voir ce qui va se passer. Vous savez, quand on a vécu des moments aussi tragiques et dangereux, on devient vite grand. On pense à se sauver quand on peut. Et donc, on a réagi comme il fallait. Ma sœur a réagi comme il fallait. On prévient notre grand-mère, qui pleure, mais qui est contente de nous voir tenter de faire quelque chose. On amène des vieillards, les policiers remontent, on leur saute dans les jambes. Nous étions encore engagés dans l'escalier, on ne voyait que le haut de notre corps. Moi, j'étais couvert de boutons de varicelle. Au-dessus, on avait entendu beaucoup de voix, mais nous étions trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. En fait, pendant la guerre, on arrêtait pas seulement que les Juifs, mais beaucoup de gens, parce qu'ils avaient de faux papiers, parce qu'ils n'avaient pas de papiers, pour différentes raisons. Et à notre vue, ces gens-là, qui n'étaient pas juifs, des Français, ont eu un courage extraordinaire, et à eux aussi, je leur rends toujours hommage. Tous ces anonymes, ils se sont mis à hurler, après les policiers, le commissaire, des noms d'oiseaux que je ne peux pas vous répéter, des mots grossiers. Il y a une phrase quand même que je vais vous dire, parce qu'elle est gravée. Bande de salauds, quelle honte de s'en prendre à des enfants. Alors au bout de quelques minutes, les policiers et le commissaire, ils avaient encore leur liste à la main, beaucoup de gens à prendre. Au bout de quelques minutes, ils nous ont dit « fichez le camp ». Alors quand je témoigne devant des jeunes comme vous, je dis « vous voyez, la vie, ça tient parfois à 3 mots. Fichez le camp ». On est parti, ma sœur a eu le temps de dire aux gens qui nous avaient défendus, notre grand-mère est en bas, c'est elle qui s'occupe de nous. Nous sommes repartis auprès de notre grand-père qui était en larmes, qui est mort d'ailleurs peu de temps après. Et notre grand-mère revient au bout de 2-3 heures, on ne savait pas pourquoi, mais nous supposons que les gens, voyant qu'ils avaient gagné pour nous, ont dû dire « laissez la grand-mère, c'est elle qui s'occupe des enfants ». Je n'ai pas d'autre explication. À partir de ce jour, nous avons compris que nous étions constamment en danger. Les rafles dont je vous ai parlé étaient de plus en plus rapprochées. Vous savez, quand je voyais au bout de la rue des hommes habillés en cuir, c'était souvent ceux qui étaient pour les Allemands, les collaborateurs. Eh bien, on s'enfuyait vite. J'ai appris à vite courir, à tourner la rue, à me cacher dans un porche. Et donc, voilà, on réagissait très vite. Et puis, mon oncle et ma tante ont compris que nous étions constamment en danger. Il me restait un oncle et une tante, eux-mêmes cachés. Leurs enfants, leurs 3 plus jeunes, étaient cachés à Château-Renaud, près de Tours, et leur fille aînée était résistante. Elle avait 18-19 ans. Vous apprendrez ce que c'est que la résistance, on vous l'expliquera.
Et donc, moi, on m'a mis pendant ce temps-là dans un centre pour enfants juifs avec ma sœur. Mais dans ces centres pour enfants juifs, nous étions constamment en danger. Pourquoi? Parce que les Allemands envoyaient des convois de 1000 personnes vers l'Allemagne, on ne savait pas où. Mais quand ils en avaient 950, par exemple, ils venaient dans ces centres pour enfants compléter leur cargaison humaine. Et donc, nous étions constamment en danger. Ils envoyaient environ, dans les convois, les trains, 1000 personnes. Eux, ils disaient en allemand « 1000 Stück », ce qui veut dire 1000 pièces. Vous voyez, on ne nous considérait plus comme des humains, mais comme des pièces. Et donc, j'ai encore eu la chance, avec ma sœur, de passer entre deux rafles dans ce centre pour enfants. Mon oncle et ma tante, sachant que nous étions en danger, nous ont fait sortir de là, et c'était très compliqué pour en sortir, et ils nous ont mis dans des familles séparées. J'ai vécu quelques jours dans une famille catholique, quelques jours chez des bonnes sœurs. J'ai changé sans arrêt d'endroit. Et en janvier 1944, donc, quelques mois avant la libération, ma cousine m'a procuré de faux papiers. Mon nom était auparavant Rachel Sankiewicz, un nom à consonance polonaise, puisque mes parents venaient de Pologne. Je suis devenue du jour au lendemain Rolande Sagnier, et on m'a envoyé, ma cousine m'a emmenée à Château-Renaud, où étaient ses petits frères et sœurs. C'était près de Tours. Et là, la nourrice de mes cousins, qui était une très brave femme, mais qui avait 22 ans, elle avait déjà 3 enfants chez elle, elle ne pouvait pas en garder plus. Elle m'a placée chez une dame qui était ma nourrice. Mon oncle payait ma pension, mais néanmoins, j'étais chez cette dame. Ma sœur est arrivée peu de temps après moi. Elle avait 14 ans et demi, elle a été bonne à tout faire, mais elle est tombée dans une famille très gentille, chez des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Proust. Vous apprendrez ce nom-là plus tard en littérature. Et moi, j'ai été chez une méchante nourrice qui avait chez elle 2 filles, ses petits-enfants. Elle avait 4 petits-enfants, des garçons. L'aîné avait mon âge. Le soir, on m'obligeait à dormir avec 2 ou 3 garçons dans le lit. Ça a été très dur pour une petite Parisienne. Et puis, ces enfants-là avaient le droit à un gâteau le dimanche, pas moi. Enfin, j'avais toutes sortes de brimades. Mais bon, il fallait aller à l'école. Quand on a 9 ans, il faut aller à l'école. Alors, j'ai fait parvenir un petit mot à ma tante pour qu'elle m'envoie mon cartable. Mais je n'ai pas envoyé mon courrier par la poste. Parce que toutes les lettres en France étaient ouvertes et censurées. Donc, censurées, on mettait du rouge sur les mots qu'on ne voulait pas laisser passer. Mais si j'avais envoyé ça, mon oncle et ma tante auraient été en danger, et moi aussi. Donc, j'ai donné ma petite lettre à un camionneur qui partait sur Paris, et il m'a rapporté mon cartable. Ma nourrice ouvre mon cartable, il reste dedans un cahier à mon nom, mon vrai nom. Alors elle sort le cahier, elle me dit « Tu t'appelles pas Rolande Sagnier, tu t'appelles Rachel sans... » Elle pouvait même pas prononcer mon nom à consonance polonaise. Elle me dit « Tu es juive ?»« Oui. »« C'est toi, oui. » Et à partir de ce jour-là, j'ai été battue, menacée de dénonciation. Vous voyez, cette femme était antisémite. Et donc, je ne pouvais plus parler. J'étais complètement figée. Un jour, j'ai pu rendre visite à ma sœur. Monsieur et Madame Proust, ses patrons, qui étaient de très braves gens, m'ont vu dans un tel état qu'ils ont prévenu la nourrice de mes cousins, qui est venue me chercher là, 1 mois avant la libération de Château-Renaud, qui est venue me chercher, qui a fait un scandale, et qui m'a emmenée chez sa sœur et son frère. Son beau-frère, pardon. Ces gens-là s'appelaient Monsieur et Madame Saillard. Je suis restée 1 mois chez eux. Ils avaient des jeunes filles. Ces gens étaient très braves. Ils m'ont permis de reprendre contact avec la vie, avec le monde. Ils ont été très braves et je les ai revus par la suite. N'y étant resté que pendant 1 mois, Monsieur et Madame Saillard, je les ai revus.
Ne me demandez pas le nom de ma méchante nourrice, je l'ai occulté, oublié. C'était trop lourd. Et la libération arrive. Je rentre à Paris, juchée sur un camion rempli de pommes, parce que les voies ferroviaires étaient encore coupées, on se battait encore dans l'est de la France. Je reviens à Paris, ma sœur, ma grand-mère et moi, nous allons dans l'appartement de mes parents. Il y avait des scellés sur la porte. C'est un cachet de cire rouge avec des fils de fer. Nous arrachons les scellés et que voyons-nous? Dans l'appartement, il n'y avait plus rien. On avait arraché même le lustre avec la baguette électrique. Il n'y avait plus rien parce que quand on déportait les gens, on vidait les appartements. Les meubles partaient pour l'Allemagne. Ceux qui ne plaisaient pas restaient pour les Français. Et tout ce qui était papier, documents, photos, partait dans les caniveaux. Moi, j'ai vu, avant d'aller à Château-Renaud, partir des photos, des documents dans les caniveaux. J'ai vu des familles entières partir dans les caniveaux. Et donc, nous sommes là. Ce n'est pas encore la fin de la guerre, c'était la libération de la France. Nous attendons, nous espérons. La fin de la guerre a eu lieu en mai 1945. On a d'abord rapatrié les prisonniers de guerre. Je vais vous donner une petite image. Les Parisiens, à la fin de la guerre, à l'armistice, ont dansé et chanté à tous les coins de rue. On dansait, on chantait. Il y avait un violoniste, un violonneux, un accordéoniste, et les gens dansaient et chantaient. Moi, je n'avais pas envie de chanter et danser. Je voulais revoir mes parents, ma famille. Mais bon, les gens étaient gais, savaient que la guerre se terminait. Mes petites camarades d'école disaient « Mon papa est prisonnier de guerre, il va revenir ». Effectivement, les prisonniers de guerre ont été rapatriés en premier. Et ensuite, les déportés sont revenus. On les a emmenés dans un lieu qui s'appelle l'hôtel Lutetia, qui est un hôtel qui existe encore, un très bel hôtel. On les a rapatriés là. Alors je suis partie avec ma sœur. Ma tante et mon oncle nous ont donné quelques photos parce que je n'avais plus de photos de mes parents. Je n'avais plus rien. Et si mon oncle et ma tante ne m'avaient pas donné de photos, j'aurais oublié le visage de mes parents. Donc nous partons à l'hôtel Lutetia. J'avais la photo de mes parents dans les mains. J'avais déjà 11 ans. Et je dis, vous avez connu? J'ai pas terminé ma phrase. J'ai vu devant moi des fantômes. Imaginez des hommes grands qui pèsent entre 30 et 33 kilos. Ils n'avaient que la peau sur les os, les yeux enfoncés dans les orbites. Ils me faisaient peur. Ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Est-ce qu'ils auraient pu dire ce qu'ils avaient vécu en enfer et tous les morts qu'ils avaient vus? Non, ils ne pouvaient pas parler. Il y avait des affiches sur les murs à l'hôtel Lutetia avec les noms de ceux qu'on rapatriait. En France, il n'est revenu que 2500 juifs environ sur 76 000. Environ 3% des juifs. La déportation française des résistants, des non-juifs, il en est revenu environ 60%. Parce que les gens qui étaient en camp de concentration, on les mettait dans des camps de concentration. C'était les résistants, ceux qui étaient opposés au régime. Les juifs allaient dans des camps d'extermination. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, j'espérais encore revoir mes parents. J'ai espéré pendant des mois et des mois. Je m'endormais le soir en inventant des histoires, en disant mes parents ont dû être libérés par les Russes, on a dû leur taper dessus, ils ont dû perdre la mémoire. Les mois ont passé, il fallait que je me rende à l'évidence, j'étais orpheline. J'ai vécu avec ma grand-mère pendant 4 ans, et ensuite j'ai vécu dans différents foyers. À l'âge de 14 ans, j'ai dû travailler pour payer ma nourriture. Je ne pouvais plus aller à l'école. À 16 ans et demi, j'ai été émancipée, donc je vivais seule dans une chambre de bonne, m'assumant complètement. Ayant un métier dans la couture, j'ai eu des fins de mois où je mangeais du pain sec, mais bon, j'ai survécu. Je me suis mariée avec un fils de déporté
qui avait perdu ses 2 parents et ses 2 petites sœurs. Lui était rentré à 16 ans dans le maquis du Vercors. Il a fait de la résistance. Nous étions ensemble, ma petite fille et ma fille aînée. Et lorsqu'elle a eu 4 ans, ma fille, elle revient un jour de l'école et elle nous dit « Vous êtes des méchants tous les deux. » Bon, ben oui, les autres ont des grands-mères et des grands-pères et moi, j'en ai pas. Alors, il a fallu, par toutes petites touches, commencer à expliquer des petites choses, mais elle était trop jeune. Elle a été, malgré tout, traumatisée par nos histoires. Et ce sont mes petits-fils, qui maintenant sont bien plus grands que vous. C'est l'aîné de mes petits-fils qui, à l'âge de 8 ans, a commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à répondre à ces questions. Et c'est lui qui m'a poussée à aller dans les écoles, collèges et lycées pour parler aux jeunes, pour expliquer ce que nous avions vécu. Alors, je vais vous donner quelques chiffres et vous allez me poser des questions. Voilà, en France, il y a eu 76 000 de juifs déportés. Hitler, qui était le chancelier en Allemagne, voulait exterminer tous les juifs, mais aussi les tziganes. Vous savez, ceux qu'on appelle les Roms maintenant, et les handicapés, et que sais-je, les homosexuels, les handicapés, tous ceux qui ne convenaient pas au régime, il voulait les faire exterminer. Hitler n'aimait que la soi-disant race aryenne, les blonds aux yeux bleus. Or, Hitler était brun aux yeux noirs, expliquez-moi. Il y a une contradiction que nous n'arrivons pas à expliquer jusque maintenant. Voilà, je vais vous dire les chiffres malgré tout. 6 millions de juifs ont péri en Europe. 6 millions de juifs, 1,5 million d'enfants qu'on a exterminés parce qu'ils étaient juifs. C'est énorme. Donc, voilà. Mais c'est en France, je veux terminer sur une note quand même un petit peu plus gaie. C'est en France qu'on a exterminé le moins de juifs, qu'on a déporté le moins de juifs. Pourquoi? Parce qu'après la rafle du Veldiv, je ne crois pas que tu saches pourquoi. Si? Il y a eu plus de gens qui ont voulu cacher les... Voilà, et c'est vrai, bravo. Après la rafle du Veldiv, les gens ont pris conscience de ce qui se passait, les non-juifs, et ils ont caché beaucoup de femmes et d'enfants, un peu d'hommes aussi, mais beaucoup de femmes et d'enfants. En province, dans les campagnes, beaucoup de papas, beaucoup de mamans ont trouvé des petits travaux pour pouvoir faire vivre leurs enfants. Les enfants juifs ont souvent été séparés de leurs parents complètement et cachés dans des familles qui ne savaient même pas que les enfants étaient juifs. Il y a eu toutes sortes de caches. Voilà, pour vous dire que c'est en France qu'on a tué 25%, le quart de la population juive en France. En Belgique, la moitié, 50%. En Hollande, 90%. En Pologne, 3,5 millions de juifs avant la guerre, il n'en restait qu'une poignée. On les a presque tous exterminés. Voilà, pour vous dire que c'est quand même, si je viens vous voir, si d'autres personnes viennent vous voir et vous parler, vous remontez des souvenirs aussi douloureux, c'est pour que vous preniez conscience que ça, c'est arrivé dans notre beau pays de France. Vous voyez que je l'ai vécu, je ne suis pas un dinosaure, je l'ai vécu. Et donc, pour vous dire que quand vous serez grand, si vous voyez des injustices, faites comme ont fait les résistants. Vous allez apprendre après qui étaient les résistants, qui étaient les justes. On va vous l'apprendre tout ça. Si vous voyez des lois injustes, défendez ceux qui souffrent. C'est ça mon message. Je suis une vieille dame et si je viens vous voir, c'est pour que vous preniez conscience que vous allez grandir, devenir des adultes et défendez ceux qui souffrent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends les questions. Pourquoi, quand vous êtes sortis par l'issue de secours, quand vous étiez tous bloqués dans la salle, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui est sorti? Ah bon? Votre camarade demande, quand je me suis échappée de la rafle du Veldiv, pourquoi tous les gens ne se sont pas précipités pour s'échapper par l'issue de secours? Tu peux l'expliquer? Ils croyaient qu'ils allaient dans Non, c'est pas pour ça.
c'est que les deux policiers ont bien voulu tourner la tête et ne pas voir sortir 2 enfants, mais ils n'auraient pas laissé échapper des adultes, bien sûr. Même avec tous, ils auraient très bien. Non, non. J'ai dit qu'il y avait des policiers avec leurs armes, d'accord? Et ils ne savaient pas encore ce qui allait arriver, qu'on les envoyait vers la mort. On ne savait pas. On nous racontait qu'on les envoyait pour travailler en Allemagne, ce qui était faux. On les envoyait dans des camps d'extermination qui étaient principalement en Pologne. Il y en avait aussi un petit peu en Allemagne, mais ils étaient surtout en Pologne, les camps d'extermination. Oui. Est-ce que tu as revu Léa? Si, j'ai revu Léa, oui. Je l'ai retrouvée 50 ans après, Léa. C'était une amie de ma sœur. Oui. Sémi, ça veut bien dire, ça veut dire juif, non? Quoi? Sémi, ça veut. Sémi. Dans antisémite juif. Antisémite. Antisémitisme. Non, sémites. Oui. Les juifs sont des sémites, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Mais antisémite, ça veut dire être contre les sémites. Et les arabes aussi sont sémites. Alors, c'est une vaste question que vous apprendrez plus tard, que vous développerez plus tard, oui? Pourquoi on a toujours été sur les juifs et pas sur les autres? Parce qu'Hitler était antisémite, était raciste. Et dans une guerre, il faut toujours ce qu'on appelle un bouc émissaire. Vous demanderez à vos professeurs de vous expliquer ce mot. Nous avons été des boucs émissaires. Parce qu'on disait que les Juifs étaient riches. Or, je vous ai raconté, si vous avez retenu, que j'étais une enfant d'immigrés, que nous vivions dans un petit 2 pièces cuisine. L'eau était sur le palier et que nous étions pauvres. Il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches. Oui. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, par exemple. Vous aviez quel âge après la fin de la guerre? À la fin de la guerre, j'avais 11 ans. Gaspard. Quand il y a les Italiens qui vont mitrailler, les 2 personnes mortes, c'était des enfants ou des adultes? Des adultes. Mais pourquoi les Italiens ils se rendaient pas compte qu'ils tiraient bien sur des... Ils se rendaient compte, mais ils étaient alliés, l'Italie était alliée à l'Allemagne à ce moment-là. Après, plus tard, la population italienne s'est révoltée contre les Allemands. Est-ce que vous avez écrit un livre sur votre histoire? J'ai écrit mon histoire, oui. J'ai écrit mon histoire. Ce livre s'appelle « Traqué, caché, vivant ». C'est un livre pour adultes. Il a paru chez l'Harmattan. Mais on est 18 anciens enfants à avoir écrit « Traqué, caché, vivant ». Mais j'ai apporté une BD sur mon histoire qui a paru en 130 000 exemplaires en plusieurs langues. Et vous pourrez la regarder tous. C'est une partie de mon histoire. Voilà. C'est une BD pour les 8-12 ans, donc ça fait partie de votre compréhension. Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui. Ça marchait comment le système des points Pour acheter, eh bien, on payait, fallait payer tout ce qu'on achetait au point de vue nourriture avec l'argent et des points pour le pain, des points pour différentes choses. Ça s'appelait des cartes d'alimentation. Et tous les mois, il fallait aller chercher ces cartes d'alimentation. J'y suis allée, avant de partir à Château-Renaud, je connaissais une femme de service de mon école qui distribuait ces cartes. Parce qu'on était en danger, les Juifs, en allant tous les mois chercher ces cartes. À chaque fois, c'était le danger. Et l'étoile que j'ai montée tout à l'heure, cette ignominie qu'on nous a fait porter, eh bien, il a fallu la payer avec de l'argent, mais avec des points textiles, des points pour les vêtements. Adam. Pourquoi la police et par ailleurs les Allemands on va arrêter tous les Juifs à la première rame et Parce que c'était trop. On était trop nombreux. On est trop nombreux. On envoyait, j'ai dit, des trains d'environ 1000 personnes vers la mort. Donc, il fallait... Nous étions, avant la guerre, on situe environ les Juifs à 320 000, 340 000.
Alors, on n'a pas arrêté que les Juifs de la région parisienne. On envoyait des trains qui venaient de toute la France vers le camp de Drancy, où était ma maman. Je vous en ai parlé avant. Et de ce camp de Drancy, tous les trains partaient vers la mort. C'est toujours les mêmes qui lèvent le doigt. Voilà. Et pourquoi l'Italie, elle s'est pas révolutionnée direct contre les Allemands? Parce que c'est qu'elle est Pourquoi Parce que les dirigeants italiens, leur chef s'appelait Mussolini et il était allié à Hitler, qui était le chancelier allemand, le chef des Allemands. Voilà. Mais tu apprendras tout ça l'année prochaine. Max. Où est Max? Oh, pardon, excusez-moi. Je laisse sonner, excusez-moi. Oui. Parle fort, parce que, bon, ça va s'arrêter. Moi, ma grand-mère, elle avait un faux papier, des faux papiers. Oui. Et elle porte encore le nom de ces faux papiers. Elle porte encore le nom de ces faux papiers? J'ai pas entendu, oui? Oui, je crois. Ah bon? Ah bah oui, toutes sortes de choses arrivaient, oui. Mathieu. Est-ce que vous êtes encore mariée avec votre mari? Si je me suis? Est-ce que vous êtes encore mariée avec Non, mon mari est mort très jeune d'une crise cardiaque. Et voilà, moi j'avais 41 ans, lui il avait pas 47 ans, donc ce n'est pas vieux. Mais il est mort jeune. Ça. Parle plus fort s'il te plaît. J'ai dit, je ne les parais pas, mais j'ai plus de 78 ans, je commence à moins bien entendre, alors parle fort. Vous étiez où quand vous êtes fait mitrailler? Dans un champ, dans une prairie en France, quelque part, parce qu'on s'arrêtait tous les soirs, quelque part. On s'arrêtait pour la nuit et pour dîner. Pourquoi c'était les Italiens et pas les Allemands qui... Oui, il y a eu les Allemands aussi, mais nous, ce mitraillage a été fait par les Italiens. Comment vous le savez? Comment? Parce que Les adultes savaient, ils ont reconnu les avions italiens, pas nous, les enfants. Mais les adultes ont reconnu. Leïla. comment est-ce qu'ils tuaient dans le camp de l'extermination? Bon, alors vous êtes encore très jeune. C'est très difficile de vous en parler. C'est très douloureux aussi pour moi. Que pensent les professeurs? En fait, on en a déjà parlé. Oui, des champs. Bon. On les enfermait, je vais t'expliquer. On les enfermait dans des salles immenses. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche, parce que jusqu'à l'entrée de la porte de la mort, on ne voulait pas que les gens se révoltent. Alors on leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Ils avaient voyagé de Paris pendant 3 jours, 3 nuits, sans nourriture. Il y a des gens qui mouraient dans les wagons. C'était l'horreur. Ils faisaient leurs besoins, ça débordait. C'était l'horreur. Ils arrivaient là-bas, on leur disait aux enfants et aux femmes, vous allez prendre une douche. Eh bien, quand il fait chaud au mois de juillet, après la rafle du Veldiv, qu'on n'a pas bu, pas mangé, ils marchaient vers la douche. Mais en fait, c'était des chambres à gaz. On les enfermait à 2000, 2500 là-dedans. Au lieu d'envoyer de l'eau, on envoyait du gaz. Et ensuite, ils faisaient brûler dans des fours crématoires tous les corps parce que les nazis ne voulaient pas laisser de traces de ce qu'ils faisaient. Mais néanmoins, ils ont laissé des traces parce qu'ils n'ont pas pu tout détruire. Et dans le camp où sont morts mes parents et toute ma famille, parce que tous les juifs de France partaient vers Auschwitz, je n'ai pas eu le courage d'y aller pendant très longtemps. C'est seulement il y a 1 an que j'ai pu avoir le courage, avec d'autres, d'aller me recueillir, parce que c'est le cimetière de mes parents, le cimetière des miens. Voilà. Et il reste encore des choses à voir là-bas, des traces. Adèle. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hitler? Je ne peux pas me mettre, moi, à la place d'Hitler. C'est un sanguinaire, un homme horrible qui a fait tuer des millions, parce que les Juifs ont été exterminés. Mais il a fait tuer tellement de gens, des soldats, des Russes,
Des millions de Russes ont été tués. Tous ceux qui étaient opposés, même des Allemands qui étaient opposés au régime d'Hitler, au régime nazi, il les a fait mettre dans des camps. Je ne peux pas me mettre à la place d'un homme qui a été horrible, sanguinaire. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ni toi non plus. Pardon? Est-ce que quand vous repensez à votre histoire, vous pleurez? Bon, très longtemps au début où j'ai témoigné, ça fait 17 ans que je témoigne. Au début, quand je racontais la gifle de ma maman, l'adieu de ma maman, je pleurais. Et puis, je vais depuis 17 ans dans les écoles, collèges et lycées. Je me suis endurcie, mais c'est vrai qu'on n'oublie jamais complètement. Je fais encore des cauchemars la nuit, ça m'arrive. Je repense à des images qui reviennent, des images douloureuses. On ne peut jamais oublier des moments comme ça. Néanmoins, je savais que ma maman voulait que je lutte, que je me batte. Elle voulait que je m'échappe. Et donc, c'est pour elle que j'ai fait, je crois, l'effort de m'en sortir. Mais il y en a beaucoup qui ont été moralement détruits, des jeunes comme moi. Ferdinand. Ma grande-tante, elle trichait pour les papiers. Elle était encore enfant. Et elle faisait comme si elle était abandonnée pour avoir du pain. Ben oui, on a fait toutes sortes de choses pour obtenir, c'est vrai. Bravo à ta tante. Mais elle était juive? Non, je crois pas. Alors, ça n'est pas tout à fait pareil. Marion. Dès qu'on a découvert que vous étiez juive chez votre nounou, comment elle a réagi vraiment? Comment elle a réagi, je l'ai dit. Oui, elle m'a battue et elle m'a menacée de dénonciation. Et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus communiquer. Vous pouvez partir, Où aller? Tu voulais qu'à 9 ans, où aller? Toute seule? Hein? À 9 ans, est-ce qu'on peut aller toute seule quelque part? Shane. Est-ce que vous pouvez nous remontrer l'étoile juive? Voilà. Et là, c'est une vraie? Alors, bonne question. Je n'ai pas gardé, quand je suis partie à Château-Renaud chez cette nourrice, je n'avais plus l'étoile. Donc, ce sont des amis qui m'ont donné leur étoile. Et je l'ai photocopiée. Voilà. Oui. Je n'avais même plus un objet de mes parents. Ma grand-mère avait gardé un mouchoir de mon père. C'est tout ce qui m'est resté de mes parents. Plus rien. Rien qui me rattache à eux. Non, c'était une question que vous venez de répondre. D'accord. Adam. Au bout de combien de temps vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient tous morts, les parents? Au début, on ne savait pas grand-chose. Comment ils étaient morts? On nous disait qu'ils avaient été exterminés. Ça veut dire quoi? Quand on n'a pas vu mourir les siens, on ne sait pas. On ne voulait pas, on ne comprenait pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Serge Klarsfeld, qui a perdu lui aussi son papa en déportation, et qui a retrouvé des listes du recensement et des listes de la déportation dans les caves de la préfecture de Paris. Il a fait photocopier, il a travaillé pendant 2 ans avec des jeunes, des adolescents sur ces listes. Il a retrouvé les listes de la déportation des Juifs de France. Il a fait un travail extraordinaire et grâce à ce livre, en 1978, donc tant d'années après, ça m'a permis de faire un petit peu mon deuil. On ne fait jamais son deuil quand on n'a pas vu mourir les siens. Mais ça m'a permis de savoir dans quel convoi était partie ma mère, dans quel convoi était partie ma mère, les dates. Et c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte. Voilà. Est-ce qu'il y a des soldats, quand ils étaient prêts à tirer sur des personnes, est-ce qu'il y en a qui ont arrêté, qui voulaient tirer sur des personnes parce qu'ils étaient juifs et ils ont arrêté parce qu'ils ont trouvé ça trop cruel? Si des soldats, non, les soldats français, tu veux dire, ou les soldats allemands? Allemands.
Oh, il y en a qui ont tué, pas seulement des juifs dans la rue. J'ai assisté à Paris. On a tiré sur des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui couraient, et ils ont tiré dessus. J'ai vu ça aussi. Marion. Est-ce que votre sœur est encore en vie? Ma sœur est en vie, elle vit aux États-Unis, en Amérique, depuis plus de 50 ans. Elle a eu aussi un mari, des enfants. Et je dis toujours, c'est ça ma revanche. J'ai refait une famille, j'ai des petits-enfants qui sont bien plus grands que vous, qui ont fait des études très brillantes, c'est ça ma revanche. Et je vous écoute. Mais les Italiens, quand ils sont partis, ils sont partis parce qu'ils ont pensé que c'était mauvais ou parce que... Alors, les Italiens, bon, ça te travaille, ça, je sens. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre tout de suite. C'est Mussolini, leur chef, qui était allié aux Allemands. Mais la plupart des Italiens, la plupart, n'étaient pas antisémites, n'étaient pas anti-juifs. Et j'ai une amie, plus âgée que moi, elle s'est retrouvée dans une zone dans le sud de la France, qui était occupée par les Italiens. Pendant que c'était occupé cette zone par les Italiens, les Juifs n'ont pas souffert. Mais quand les Allemands les ont chassés pour repartir en Italie, mon amie qui avait 15 ans et demi, elle s'est retrouvée au milieu de la rue, toute seule, elle ne savait pas où aller. Et il y a un régiment d'Italiens qui est arrivé, qui repartait en courant. Et ils ont demandé, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, je suis juive, je suis toute seule. Ils l'ont emmenée avec elle jusqu'à Rome. Et elle est restée dans une famille à Rome jusqu'à la fin de la guerre. Donc tu vois, la plupart des Italiens, et même les soldats italiens, n'étaient pas d'accord. Dans la BD là-bas, c'est une partie de mon histoire. C'est vraiment votre histoire? Oui, c'est vraiment mon histoire. Bon, on va terminer, les enfants. Si je suis venue vous voir, c'est parce que c'est douloureux pour moi de remonter tout ça à la surface. Mais c'est pour vous faire prendre conscience. C'est arrivé chez nous, en France, dans notre beau pays. Et quand vous serez grand, ne m'oubliez pas. Quand vous verrez des gens qui souffrent, qu'il y a des lois injustes, réagissez comme ont fait les résistants, les justes. Réagissez. Les choses ne se passent jamais de la même façon. Mais on est des êtres humains, il faut défendre ceux qui souffrent. D'accord? Je compte sur vous. Et je vous embrasse tous. Au revoir les enfants. Vous allez en reparler. Vous allez avoir ça au programme avec vos professeurs. Ça va qu'il faut une Là, il y a les enfants.